Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de l'histoire de la police. Bonjour Franck. Et oui, bonjour Céline, bonjour à tous. Vous l'avez certainement entendu dire, la police judiciaire a 100 ans. La PJ en tant que telle a été créée en 1913. Alors nous allons parler avec un de ses patrons, Jean-Jacques Herlem, de toute cette grande aventure policière. Mais avant cela, j'aimerais vous raconter les débuts de la police scientifique et le rôle essentiel d'un homme, Alphonse Bertillon, dans la mise au point des méthodes d'investigation que nous connaissons depuis, grâce notamment à toutes les fictions. C'est vrai, oui. Et puis tout à l'heure, vous répondrez à la question d'Aurélie posée sur le site d'Europe 1. Et oui, Aurélie est enseignante et il paraît que ses élèves n'arrêtent pas de lui poser des questions sur l'origine des noms de nos rois. Louis, Henri, Philippe, Charles, d'où cela vient-il? Pourquoi les rois s'appelaient-ils comme ça? Eh bien, nous aurons la réponse à la fin de l'émission. En attendant, place au relevé d'empreintes et aux analyses chimiques, etc., à l'identité judiciaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Depuis quelques années, la police scientifique est devenue le fonds de commerce de la télévision. On peut le dire, les plus grosses audiences, toutes chaînes confondues. J'ai du mal à dire ça parce que c'est pourtant le studio de Jean-Marc Morandini, mais voilà, je suis dans un autre registre. On peut dire que tout ça est obtenu par les grandes séries policières, notamment américaines, qui utilisent et surutilisent les technologies les plus sophistiquées au service de la résolution d'énigmes criminelles. Mais tous ces experts, tous ces anatomopathologistes du petit écran, savent-ils ce qu'ils doivent à un fonctionnaire français de la préfecture de police, ce qu'ils doivent au père de la police scientifique, inventeur de l'anthropométrie judiciaire? Savent-ils ce qu'ils doivent à Alphonse Bertillon? Pendant toute la belle époque, on peut dire des origines de la Troisième République jusqu'à la Première Guerre mondiale, les méthodes mises au point par ce scientifique, qui se voulait l'ennemi numéro 1 du crime, ces méthodes ont fait école dans tous les services de police dignes de ce nom à travers le monde. On a beaucoup bertillonné, selon le terme consacré, et ce n'est pas un hasard si ce pionnier de l'investigation scientifique, si cet inventeur du fichier des empreintes digitales a vécu autant des grandes découvertes, alors dans tous les secteurs, l'aéronautique, l'automobile, le cinéma, le nucléaire. C'est quand même fascinant de se dire que toutes ces grandes inventions qui devaient complètement faire le XXe siècle sont nées pour l'essentiel ici en France. On peut dire qu'à la fin du XIXe siècle, la France est un des pays du monde les plus avancés en matière de technique et de sciences, et qu'elle est le plus gros pourvoyeur d'inventeurs au monde. On peut dire que les choses ont un peu changé, mais enfin il y a quand même cette matière grise en France qui signe le génie national en quelque sorte. Et alors, on peut dire aussi qu'Alphonse Bertillon est l'enfant de cette civilisation-là. Il était né au milieu du 19e siècle, en 1853. Il est le fils d'une bonne famille, une famille de scientifiques, il faut le préciser. Son père est directeur de la statistique de la Seine, à une époque où ça a de très grosses et une très grande importance. On ne peut pas dire qu'Alphonse fasse de très bonnes études. Il est plutôt du genre assez mauvais élève, et un peu rêveur peut-être. Il tente des études de médecine, mais il va s'en lasser rapidement. Et finalement, si papa n'était pas là, on se demande ce que serait devenu Alphonse Bertillon. En mars 1879, il entre à la préfecture de police comme commis auxiliaire aux écritures. C'est pas grand-chose. On est à une époque où on entre dans la fonction publique sur recommandation, et là, lui, il entre vraiment par la petite porte. Il est tout au bas de l'échelle. Alors, il va travailler, et ça c'est incroyable, dès le début, il va travailler sur le fichage des individus qui ont été arrêtés par la police. Rappelez-vous l'exposition qui a eu lieu aux Archives nationales l'année dernière à ce propos, d'ailleurs, qui était tout à fait passionnante sur le fichage.
Bertillon passe ses journées à recopier des fiches de signalement et à les classer dans des classeurs métalliques qui vont eux-mêmes dans de grandes armoires. Ah, c'est pas un travail passionnant, mais enfin c'est un travail pour un petit fonctionnaire comme il est lui à l'époque. Les fiches en question sont pas vraiment précises, il faut le dire. Le signalement des personnes condamnées est tout à fait sommaire. On parle de la corpulence, à peu près de la couleur des cheveux et des yeux, mais ce ne sont même pas les mêmes termes qui sont employés d'un fonctionnaire à l'autre. Vous voyez, donc à l'exception des criminels qui portent vraiment des caractéristiques très particulières, je pense aux tatouages par exemple, ou alors aux cicatrices, aux grains de beauté très remarquables, les autres passent un peu à travers les mailles du filet. Notre Alphonse est affecté au premier bureau de la division du cabinet. Il faut imaginer le jeune homme qui porte la blouse grise réglementaire. Il est en train de se demander déjà comment on pourrait faire pour améliorer ce fichage. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas de photographie en 1879. Enfin, la photographie existe bien entendu, mais on ne l'utilise pas encore dans la police. Et il n'y a pas du tout d'empreinte digitale. Donc, pas de moyens scientifique, si vous voulez, pour s'assurer de l'identité réelle d'une personne. Or, à cette époque comme aujourd'hui, la criminalité répond évidemment à des réseaux. Et ce sont les mêmes qu'on voit passer régulièrement. Il y a beaucoup de récidivistes. Et c'est une des grandes innovations de cette police du début de la Troisième République. Oh, et Robert Mouchimblay, à ce même micro, nous avait expliqué que ça avait déjà commencé dès le XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV. Mais on s'intéresse particulièrement aux récidivistes avec des lois extrêmement dures, d'autant plus qu'on est en pleine période d'agitation anarchiste et qu'on se méfie beaucoup de ces personnes qui sont là pour ébranler les bases mêmes de la société. Alors, Bertillon a très bien compris qu'on pouvait être arrêté plusieurs fois par la police et passer pour un primo-délinquant. Et pourquoi il suffisait de changer de nom, Vous savez que c'est pas d'aujourd'hui, ça, les malfrats changent de nom comme de chemise, bien entendu. Alors, pour remédier au problème, des personnes sont engagées comme faux prisonniers, si vous voulez. On les appelait des mouches autrefois. Leur but, c'est de se faire incarcérer ici ou là et de faire parler les gens, de faire du renseignement interne au système judiciaire et au système policier lui-même, avec notamment des policiers physionomistes qui sont chargés de repérer les récidivistes, de les reconnaître. Bon, vous avouerez que c'est quand même pas une façon très scientifique de procéder, c'est le moins qu'on puisse dire. Les récidivistes, évidemment, généralement ne sont pas identifiés. Enfin, un grand nombre d'entre eux ne le sont pas. Alors, Bertillon se dit qu'il faut changer ça et il va proposer un système d'identification plus efficace. Il parle d'abord du système de signalement à ses proches, à son entourage, on va dire à sa famille. Il imagine que grâce à une loi du statisticien belge Lambert Quetelet, un nouveau système d'identification pourrait être mis en place qui ne laisserait pas de place à l'approximation. D'après Quetelet, à partir de 20 ans, c'est-à-dire quand il a atteint son âge adulte, un individu présente des critères physiques qui ne bougeront plus, notamment pour ce qui concerne la masse osseuse. À 20 ans, vous avez la masse osseuse que vous aurez pour le restant de vos jours, sauf rares exceptions médicales. Donc, Bertillon propose de sélectionner 11 mesures osseuses bien précises et d'établir de cette façon une identité anthropométrique de chacun des individus arrêtés par la police. Et comme ça, quand les gens seront arrêtés pour la deuxième ou pour la troisième fois, eh bien, il sera facile de les reconnaître. Le 1er octobre 1879, il envoie son projet dans un mémoire adressé au préfet de police, qui s'appelle Louis Andrieux, préfet bien connu par ailleurs. Enfin, j'entrerai pas dans ces détails. Aucune réponse. Alors le 1er décembre, il est tellement sûr de lui qu'il renvoie un deuxième courrier. Et là, son chef de bureau le fait convoquer et lui explique que s'il continue à ennuyer comme ça le préfet, il va pas faire du vieux os dans la police. On n'a pas du tout apprécié sa proposition. On parle en haut lieu de divagation. On le considère même comme un fou dangereux. Et évidemment, notre Alphonse Bertillon va devoir se tenir à carreau. Pendant 2 ans, il ne fait pas parler de lui, jusqu'au jour où, n'y tenant plus, il va quand même signer un article sur le sujet dans le... On écoutait Erwan Kermauvan et Axel Renoir, The Arnold Van. C'est un extrait de la bande originale du film 36 quai des Orfèvres, réalisé par Olivier Marchal en 2004. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à l'émission par mail sur europe1.fr, sur Twitter, celui de Franck Ferrand ou #ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et vous continuez, Franck, à nous conter l'origine de la police scientifique avec un précurseur en la matière, Alphonse Bertillon. Et oui, alors cet Alphonse Bertillon, vous avez bien compris il en veut, si je puis dire. Mais pourquoi est-ce qu'il publie son article en 1881 ? C'est pas un hasard. C'est que son ennemi, si je puis dire, le préfet Andrieux, quitte à ce moment-là la caserne de la Cité et qu'il est remplacé par un certain Jean Camescas. Et Jean Camescas, lui, il a l'esprit plutôt tourné vers les sciences et il s'intéresse à ce procédé anthropométrique. Il va donc donner sa chance à Bertillon. Mais alors vous savez comment on procède dans ce genre de circonstances. Il lui donne sa chance, mais vraiment de façon très comptée. On est le 1er décembre 1882. Il lui accorde exactement 3 mois pour faire la preuve que la méthode en question est efficace. C'est pas beaucoup, ça veut dire décembre, janvier, février, le 1er mars, c'est mort en quelque sorte. Alors évidemment Bertillon s'installe au dépôt avec tout un attirail. Il aura 2 assistants à sa disposition pour tenter de prouver qu'il pourrait retrouver un récidiviste. C'est ça le but. Alors les voilà qui mesurent toutes les personnes arrêtées, les pieds, les doigts, les oreilles et la taille et l'envergure et la coudée gauche et on remplit des fiches bien entendu. Fin janvier, donc attention, fin janvier, il y a déjà 2 mois de passé, 589 signalements ont été recueillis et pour l'instant, on ne trouve aucun recoupement. Il va falloir attendre le 16 février 1883, on est donc là à quelques jours de la fin du délai et ce jour-là, Bertillon identifie un dénommé Dupont qui a été interpellé en flagrant délit de cambriolage et selon ses mesures, ce Dupont est le même délinquant que celui qui s'était fait pincer le 15 décembre 1882 et qui s'était présenté sous le nom de Martin. Entre parenthèses, il manquait un peu d'imagination ce bonhomme. Dupont une fois, Martin l'autre fois. Après, je n'ai rien contre les Martins, je précise ça à l'attention évidemment de Lorena et de Julia. Nous avons beaucoup de Martins dans cette émission. On peut dire que le signalement est particulièrement précis, il coïncide exactement. C'est donc bien un récidiviste qu'a découvert Bertillon. À partir de là, il vient de faire la preuve de la validité de son travail. Ça va être le lancement de l'anthropométrie judiciaire. Alors, Bertillon crée tout de suite un bureau de l'identité appelé Affaire Flores, qui est rattaché au service de la sûreté. Il fixe des règles draconiennes pour respecter exactement toute une sorte de protocole. Il va former des assistants. Alors, on fait 11 mesures osseuses, les dimensions crâniennes, hauteur, largeur, etc., taille, longueur de l'auriculaire gauche, du pied gauche. Il utilise une pince céphalique pour le crâne, un pied à coulisse pour le reste. Le système qu'on appelle donc le bertillonnage est adapté peu à peu, est étendu à toute la France. C'est très coûteux et très lourd, notamment en personnel, vous imaginez ce qu'il faut. Mais on se dit que ça pourrait faire progresser la police. Au départ, disons-le, une 50aine de récidivistes seulement dans la première année sont identifiés. Mais dès 1884, on passe à 241. En 1892, 680. Alors là, on se dit quand même c'est intéressant parce que c'est extrêmement utile pour la police, mais aussi et surtout pour la justice d'identifier ces fameux récidivistes. Et puis, ça permet de resserrer considérablement les taux autour du crime organisé. Le grand succès de Bertillon, c'est en 1892 qu'il va intervenir parce que cette année-là, Bertillon va identifier formellement, grâce à tout son système là de mesuration, comme on disait, il identifie Ravachol, responsable de divers attentats à Paris. Vous savez, Ravachol, le grand anarchiste, qui avait été fiché en province. Ça, c'est d'une importance considérable. L'anthropométrie judiciaire va pouvoir dès lors se répandre à plus d'une 50aine de pays à travers le monde, à commencer par le Royaume-Uni qui a tout de suite manifesté un grand intérêt, mais aussi l'Allemagne, le Japon, les États-Unis, etc., etc. Le service de l'identité judiciaire est fondé officiellement par un décret du 11 août 1893. Et pour autant, Bertillon n'a toujours aucun grade dans la police. On peut dire d'ailleurs que sa position administrative va rester relativement floue. Il n'en dirige pas moins un service de 36 employés, dont pas mal de policiers, qui vont se répartir désormais dans quelques 1700 mètres carrés du quai de l'Horloge. On peut dire que le service Bertillon devient le fer de lance de la police française.
Problème pour Bertillon, il va aller se prendre les pieds dans le tapis, si je puis dire, il va aller se commettre, et de façon pas très brillante, dans l'affaire Dreyfus, qui démarre justement à ce moment-là. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et on revient avec vous, Franck Ferrand, à l'origine de la police scientifique avec Alphonse Bertillon et l'affaire Louis Dreyfus. Et oui, vous savez, là c'est une affaire terrible, hein, cette histoire du capitaine Dreyfus. J'ai eu l'occasion d'en parler souvent à ce micro. Ce qui s'est passé, on est en octobre 1894, ce bordereau qui aurait été retrouvé dans la corbeille à papier de l'attaché militaire allemand, en fait on ne sait même pas si c'est le cas, mais peu importe, ce bordereau va faire le tour de l'état-major. On cherche à identifier l'écriture, et puis il y a un officier supérieur, il s'appelle le lieutenant-colonel de Boisdeffre, qui dit oui, moi je le reconnais, c'est l'écriture de mon stagiaire de l'école militaire, il s'appelle Dreyfus, c'est le capitaine Dreyfus. Ah, alors évidemment, on va faire appel à des graphologues qui vont se prononcer sur la question. Et puis, comme on est en octobre 94 et que l'homme qui a fait arrêter, enfin qui a permis d'identifier Ravachol, qui est à la une de tous les journaux, s'appelle Bertillon, eh bien on demande la consultation de Bertillon. Et alors Bertillon se rend bien compte, comme les graphologues du reste, que l'écriture du bordereau et celle de Dreyfus n'est pas tout à fait la même. Pour cause, puisque le bordereau il a été écrit par un certain Esterhazy. Bon, mais nous dit Bertillon, et c'est là qu'il se plante, si vous me passez l'expression, il se trompe complètement, il est convaincu qu'en fait, l'auteur du bordereau a voulu modifier lui-même son écriture pour qu'on puisse la maquiller, si vous voulez, pour qu'on ne la reconnaisse pas. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'auto-forgerie. Et alors Bertillon fait sur cette auto-forgerie de grandes déclarations, il est certain que l'auteur du bordereau est bien Dreyfus, etc. Alors, vous allez me dire, il y a de quoi mettre un terme à la carrière de n'importe qui avec une bourde pareille. Eh ben pas du tout. Bertillon, si je puis dire, s'en sort tout à fait bien et avec les honneurs parce que dans les milieux qui lui font confiance, notamment à la préfecture de police, on est de toute façon, quoi qu'il en soit, on va devenir, 2 ans et demi plus tard, quand l'affaire prend un tour politique, anti-Dreyfusard. Donc, si je puis dire, Bertillon était dans le bon camp et ça ne l'a pas empêché donc de continuer à développer ses méthodes. Alors, les méthodes en question sont d'une grande importance, hein. C'est d'abord la photographie judiciaire, ça c'est tout à fait intéressant. Photographie non seulement pour les clichés de détenus, d'une part, évidemment, ça va avec les descriptions anthropométriques, mais aussi photographie des scènes de crime, avec toute une méthode d'examen des scènes de crime qui fait penser à ce qu'à la même époque, Arthur Conan Doyle met en avant à travers Sherlock Holmes. Hein. On est vraiment dans cette traque du petit indice. Et puis, et ça va être peut-être le triomphe de Bertillon, il met en place ce qu'on appelle le signalement descriptif, autrement connu sous le terme de portrait parlé. Alors ça, c'est une façon de décrire les personnes interpellées, de les décrire d'une manière identique, c'est-à-dire qu'on a enfin une typologie pour parler de la couleur des cheveux ou de la forme du nez. D'ailleurs, un tableau est établi, un grand tableau synoptique. Comme on est à la radio, je peux pas vous le montrer, mais vous pouvez le trouver ça sur mon site. Hein. Vous allez sur francferrand.com, vous le verrez, ce grand tableau qui permet en fait de repérer exactement la forme de chaque partie du visage et à partir de là d'établir des signalements qui sont identiques dans tous les bureaux de police de l'Hexagone. C'est fondamental et on va former des gens. 2500 apprentis sont formés entre 1895 et 1912, vous voyez. Et en février 1902, un brevet d'études va sanctionner les études justement pour devenir ensuite inspecteur ou commissaire de police. Alors, on peut dire que désormais, chaque fiche criminelle comporte 4 parties, l'anthropométrie avec les 14 mesures, le fameux portrait parlé essentiel, les photographies, une de face, une de profil, on connaît ça par cœur, et puis bien sûr les signes particuliers. Vous allez me dire, et alors si 2 personnes présentent exactement le même signalement ? Impossible, répond Bertillon. Il y aurait une chance sur 286 millions pour que 2 personnes présentent exactement à tous les niveaux 2 profils similaires. Alors bien entendu, ça va faire le triomphe de Bertillon et d'autant plus qu'en 1902, il parvient, et ça c'est la première fois, à identifier un assassin à distance, si je puis dire, grâce aux empreintes digitales. Alors là, il manquait plus que ça. Ça va être la dernière grande invention de Bertillon, mais celle qui va faire sa célébrité mondiale, c'est qu'il
il va utiliser un fichier d'empreintes digitales qui permet, à partir du relevé qu'on fait sur les traces, sur les lieux d'un crime, qui permet d'identifier les criminels. Alors là, c'est bientôt la naissance de la police scientifique, hein. Ça c'est 1910, le laboratoire de police scientifique de Lyon, dans un premier temps. C'est Edmond Locard qui crée le premier laboratoire. Dans ce domaine, la France est totalement en avance sur tous les pays du monde, hein, puisqu'on vient constamment voir ce qui se fait en France. Et en 1913, le préfet de police crée la direction de la police judiciaire de Paris, à laquelle est rattaché le service d'identité judiciaire fondé par Bertillon. Eh bien, on peut dire que nous sommes à l'origine de ce qui va nous occuper maintenant, puisque nous célébrons aujourd'hui dans cette émission le 100e anniversaire de la PJ. Bonjour Jean-Jacques Herlem, vous êtes le directeur adjoint de la PJ, vous connaissez évidemment toute cette histoire par cœur, et ce que nous allons voir avec vous, c'est ce qu'a pu faire cette police judiciaire depuis un siècle qu'elle existe, à travers un certain nombre de grandes affaires, on peut dire de succès retentissants, mais aussi d'échecs dont nous parlerons bien entendu. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Les 100 ans de la police judiciaire parisienne sont au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Jean-Jacques Herlem, inspecteur général, directeur adjoint de la PJ, la police judiciaire. Alors le numéro 107 de Liaison, qui sont les dossiers de la préfecture de police, publie un numéro spécial extrêmement bien fait, très bien mis en page, passionnant, sur cette histoire du 36 quai des Orfèvres, qui fait rêver tout le monde. C'est étrange parce que c'est un métier souvent ingrat, difficile, ô combien dangereux, qui est exercé à la police judiciaire. Et en même temps, ça fascine évidemment pas seulement les auteurs de romans noirs. On peut dire que le public a les yeux un peu rivés sur ce 36 quai des Orfèvres, Jean-Jacques Herlem. Oui, mais je pense que c'est surtout un métier exaltant. Et tous ceux qui l'exercent ont vraiment le sentiment d'être à la fois utile à la société, d'être parfois un peu le dernier rempart, et en tout cas à rendre aux victimes ce qu'on leur doit, c'est-à-dire la vérité et la découverte des auteurs. Voilà un mot qu'on ne prononce pas assez, les victimes, évidemment. Alors, j'ai parlé de Bertillon, j'ai raconté toutes ses inventions, et je vous ai vu tiquer lorsque je parlais des empreintes digitales, parce que ça arrive tout à fait à la fin de sa carrière. Et vous me dites que ce n'est pas lui, les empreintes digitales, en fait. Hein. Non, il n'est pas l'inventeur, on va dire, de cette découverte. Par contre, il a su assez vite reconnaître sa défaite parce que c'était finalement un dispositif qui est venu supplanter, et pour très longtemps, qui est venu supplanter tout ce qu'il avait mis en place en termes d'anthropométrie. Finalement, les empreintes digitales étant un système beaucoup plus simple pour identifier de façon certaine un individu. Parce que, évidemment, quand on faisait le signalement complet à la Bertillon, c'est lui qui a eu l'idée d'aller dans cette direction-là. Mais pour faire un signalement complet, il faut énormément de données. Hein. On a un très grand nombre de paramètres à croiser. Alors que les empreintes digitales, ça parle tout seul, si je puis dire. Tout à fait. Mais Bertillon a reconnu, je dis pas son erreur, parce qu'il ne s'agit pas d'une erreur, mais il a reconnu que cette invention était une bonne invention, et il a par contre eu le mérite de créer ce qu'on a appelé les fiches décadactylaires, c'est-à-dire le relevé pour chacun des individus signalisés, le relevé des empreintes. Des 10 doigts. Des 10 doigts. Ben oui, c'est ce qui permet parfois de trouver justement des petites anomalies, etc., et d'aller encore plus vite dans l'identification. Parce que ce qu'il faut bien comprendre dans tous ces travaux de police scientifique, c'est qu'il y a deux grands facteurs. Il faut d'abord la très grande sûreté de l'identification, mais il faut aussi sa rapidité. Plus on va vite, et dans certaines enquêtes, plus c'est important, bien entendu, plus c'est utile. Oui, alors là, bien sûr, on est passé d'un système de fiches et d'un classement de fiches avec une codification à l'ère moderne. C'était bien évidemment le fichier automatisé des empreintes digitales, qui est ce fichier qui recense toutes les empreintes digitales qui sont relevées, y compris celles qui sont non résolues, ce qu'on appelle les TNR, les traces non résolues, qui sont découvertes sur des scènes d'infraction, qu'on n'identifie pas, mais qui tournent dans la base en permanence pour être confrontées aux individus qui rentrent dans la base. Et ça c'est encore Bertillon, quand même, l'intérêt porté aux scènes de crime et la photographie détaillée de tout ce qu'on peut trouver, etc. Oui. On en voit d'ailleurs de très beaux exemples dans le numéro dont je parlais de Liaison. Hein. Oui, on le dit pas assez. Bertillon, bien sûr, a créé les bases de l'identité, de l'identification judiciaire, mais il a aussi créé les bases et les fondements du travail de l'enquêteur de police scientifique sur la scène de crime. Et preuve de cet intérêt,
En 1913, quand la direction de la police judiciaire est créée, l'identité judiciaire, qui jusque-là relevait du préfet de police, est intégrée à la direction de la police judiciaire. Et aujourd'hui, si on se porte 100 ans après, eh bien, un enquêteur qui arrive sur une scène criminelle ne pénètre pas dans les lieux avant que le technicien de scène de crime ait fait son travail à la fois de relevé, de recherche de traces et indices, de prélèvement aux fins de traces ADN. Alors, la PJ fête ses 100 ans, mais ça ne veut pas dire que la police n'existait pas avant, bien entendu. Cette police judiciaire, elle est l'héritière directe de ce qu'on appelait la sûreté. Il faut peut-être expliquer d'où cela vient. Oui, là, je pense que la PJ parisienne, parce qu'il va falloir rendre également mais oui, bien sûr, qui est à César, ce qui est à César, c'est-à-dire à la direction centrale de la PJ, son histoire. La PJ a une double, la PJ Paris, pardon, a une double filiation. Effectivement, elle est l'héritière de la sûreté. La sûreté parisienne, elle est créée en même temps que la préfecture de police par le consul Bonaparte en 1800. Encore une des grandes fondations de Bonaparte. Voilà. On en a presque une tous les jours, quel que soit le sujet qu'on aborde, en fait. On n'imagine pas à quel point ce consulat aura été fondateur pour les institutions françaises. Elle aura dans ses rangs Vidocq comme chef de la sûr. brigade de sûreté, qui est l'ancêtre de la brigade criminelle. Et elle aura de très hauts faits d'armes durant toutes ces années. Mais en 1912-1913, les questions de sécurité sont des questions un peu en crise. C'est d'abord l'insécurité à Paris. Vous avez évoqué les anarchistes et les attentats anarchistes. On peut évoquer aussi les Apaches, les bandes de voyous qui sont dans les faubourgs parisiens. Et donc, il y a une vraie barrière, comme on les appelle. Voilà, il y a une vraie insécurité et la nécessité de réorganiser les services. On rappellera par exemple que en 1912, quand on va arrêter Bonneau, ou on va tenter d'arrêter Bonneau ou ses complices, les policiers ne sont pas armés et c'est ainsi que l'un d'eux perdra la vie, le commissaire Join. Donc, première filiation, c'est bien évidemment la sûreté parisienne de la préfecture de police. La deuxième filiation, et ça il faut le reconnaître, et on la trouve à travers un personnage qui est un trait d'union, c'est Célestin Aignon, qui sera le préfet de police, nommé en avril 1913 et créera la PJ en août 1913. Qui est Célestin Aignon ? Eh ben, Célestin Aignon, c'est un commissaire de police qui, en 1907, a été nommé par Georges Clemenceau à la tête de la direction de la Sûreté Générale, l'ancêtre de la direction centrale de la police judiciaire. Et Célestin Aignon va également créer les brigades du Tigre. Les fameuses brigades du Tigre. Les fameuses brigades du Tigre. Voilà. Célestin Aignon arrive... alors, c'est aussi... On peut rappeler que quand cette police judiciaire est créée, Clemenceau disait « Il n'est qu'une seule police qu'une démocratie puisse avouer, la police judiciaire, la police des crimes et délits, protectrice de tous. » Et la Sûreté Générale, celle de l'ancienne, ou plutôt la future des CPJ, est créée pour seconder l'autorité judiciaire. Et il faut peut-être voir là l'explication à la nomination comme premier directeur de la police judiciaire, premier et dernier, d'un magistrat, Henri Mouton. Oui, et c'est symbolique, on peut dire. Hein. Ça a été une décision politique, ça, évidemment. Tout à fait, et ça pose les bases d'un dispositif qui existe bien évidemment encore aujourd'hui et qui est inscrit dans la loi. C'est la double tutelle de la police judiciaire, à la fois par l'autorité judiciaire. La police judiciaire s'exerce sous la direction du parquet et bien évidemment sous la tutelle de l'autorité administrative, pour nous, le préfet de police. Alors physiquement, cette PJ, elle s'installe dans des locaux qui existaient déjà, qui avaient été rebâtis après l'incendie de la préfecture de police sous la Commune. Hein. En 1871, tout ça a brûlé au moment de la semaine sanglante. Et puis, on a rebâti tout ça, on a inauguré les bureaux de la Sûreté en 1888 et c'est là que s'installe la PJ qui n'en a pas bougé. Ce 36 quai des Orfèvres, il est célèbre grâce à un personnage bien connu, évidemment, grâce à Maigret et à Simenon. La PJ ne quittera plus jamais, effectivement, la PJ de Paris, ne quittera plus jamais le 36 quai des Orfèvres, mais il faut préciser que quand elle s'y installe définitivement, parce que le préfet de police, finalement, ne veut pas intégrer ses locaux et souhaite rester dans la caserne de la Cité, elle compte 350 hommes. Donc vous voyez, aujourd'hui nous sommes quasiment 2300
ça ne tient plus. Oui, évidemment, il a fallu un peu essaimer. Alors, il y a plusieurs. Il faut parler des différentes directions. Hein. Ce qu'on appelle, alors, je sais pas moi, la crime, les stupes, etc. Ça naît quand, ces différentes divisions, en quelque sorte? Alors, ça serait trop compliqué d'essayer de retrouver, de retracer le parcours de chacune. Ce qui est assez intéressant, c'est que si on prend, par exemple, l'organisation de la PJ en 1931, on a des archives qui sont très très précises. Et pour pas se noyer dans le détail, on pourrait dire que voilà, les 4 sous-directions qui aujourd'hui font la PJ de 2013 sont déjà de façon embryonnaire ou pas du tout, elles sont déjà représentées. Et alors, on pourrait dire qu'en 1931, la brigade spéciale, qui est en fait la brigade criminelle, la brigade de voie publique, la brigade mondaine, la brigade des mandats, sont les préfigurateurs des brigades d'aujourd'hui de répression du banditisme, la brigade anti-gang, la brigade de l'exécution des décisions de justice, la brigade des stupes. La sous-direction des affaires économiques et financières, qui aujourd'hui compte, ma foi, beaucoup, 7 services, est déjà là à travers la création d'une brigade financière en 1930. Oui, c'est donc tôt, la brigade financière. Ça fait penser à la technocratie des années 70, mais non, pas du tout. On a commencé au moment des grandes affaires, tout simplement. Oui, c'est les grandes affaires, c'est les grands scandales financiers. Et on voit bien... On pense toujours à l'affaire Stavisky, mais il y en a eu tellement d'autres. Il y a eu, la première, c'est l'affaire Martano, cette bancaire, par exemple, la bancaire, qui a escroqué à travers 400 succursales, qui a fait appel à l'épargne publique et qui a escroqué tous les petits épargnants, enfin beaucoup de petits épargnants. Et cette brigade financière va essaimer un grand nombre de services, tout simplement pour sécuriser le monde des affaires, la vie des affaires. Et c'est comme ça que maintenant on a des brigades qui répriment les faux moyens de paiement, qui répriment la délinquance astucieuse ou les fraudes aux technologies de l'information. Alors vous avez vos héros, bien entendu. L'un des plus célèbres commissaires, c'est le commissaire Guillaume, qu'avait rencontré Simenon. J'avais raconté ça à ce micro d'ailleurs. Simenon était allé le rencontrer, il s'en est inspiré pour son personnage de Jules Maigret en l'occurrence. Hein. Oui, alors là c'était une rencontre d'ailleurs tout à fait voulue. Le directeur PJ de l'époque, Guichard, voulait absolument donner de la notoriété à sa maison. Et donc il a invité Simenon. Et Simenon a donc découvert le 36. Je crois qu'il le dit lui-même, il en était fasciné. Et son personnage de Maigret, qui au départ n'était pas un commissaire parisien, finalement petit à petit a réintégré la PJ Paris. Justement, dans leur Histoire du 36 illustrée, qui est éditée chez Jacob Duvernay, Claude Cancès et Charles Diaz racontent toute cette opération programmée d'utilisation du talent de Simenon au service de l'image de la police, en quelque sorte. C'était la création de Maigret, et nous rendons hommage évidemment à Jean Gabin, à Jean Richard et à Bruno Kremer. On écoutait Laurent Petit-Gérard, un extrait de la bande originale de la série Maigret, diffusée entre 1995 et 2005, avec comme acteur principal, vous le disiez Franck, Bruno Kremer, qui incarnait le célèbre commissaire. Alors dans un instant, la bande à Bono, l'assassinat de Jaurès et celui de Paul Doumer, les grands scandales des années 30, on vient d'en dire un mot, Violette Nozière, l'affaire Petiot, bref, les grandes affaires du 36. Franck Ferrand, 14h, 15h, sur Europe 1. Écoutez Jacques Higelin, un extrait de sa fiche anthropométrique. Alors oui, nous sommes donc toujours en compagnie de Jean-Jacques Herlem qui me disait pendant l'interruption que je lui disais maintenant ce qu'il faut c'est qu'on évoque les grandes affaires. Il me dit mais il n'y a pas que les grandes affaires finalement dans l'histoire de la PJ. Oui, alors il y a un peu plus de 30 ans malheureusement pour moi, quand je suis rentré dans cette profession, on m'a donné une règle et c'était il n'y a pas de petites affaires. Et donc je l'ai répété à mon tour des centaines de fois dans les services que j'ai dirigés, je l'ai entendu. Et alors j'étais persuadé que c'était très très original et je voudrais vous lire ce qu'a écrit le premier directeur PJ en 1913. Il n'y a pas de petites enquêtes. La valeur d'un agent ne se mesure pas seulement, en effet, à sa ponctualité apparente ou à quelques succès dans une affaire retentissante, elle s'apprécie à la solution qu'il donne aux affaires journalières et en tout état de cause à la ténacité, à l'intelligence, à l'initiative dont il fait preuve dans les enquêtes les plus minimes. Alors certes,
vous n'empêcherez pas que le public, lui, retienne un certain nombre de noms. Alors, j'ai dit un mot de l'affaire Bono tout à l'heure. L'affaire Bono, elle est un petit peu, elle arrive juste avant, on peut dire, la création de la police judiciaire parisienne. Hein. C'est la conclusion, en quelque sorte. Elle vient fragiliser la police telle qu'elle existe, et rendre nécessaire. Ça a été le cas, voilà. Comme les chauffeurs en province ont fragilisé toute l'architecture policière et de sécurité donc dans les campagnes, et elle vient souligner les faillites ou les manques dans l'organisation de la police. Alors, on a parlé l'année dernière, j'ai fait une émission sur l'assassinat du président de la République. C'était donc à l'hôtel Salomon de Rothschild au printemps 1932, l'assassinat de Paul Doumer. Bientôt, nous aurons l'occasion d'évoquer l'assassinat de Jean Jaurès, puisque ce sera le centenaire à l'été prochain, en juillet 2014. Vous avez dit un petit mot de Marthe Hannot, cette banquière immortalisée sous les traits de Romy Schneider. Marthe Hannot, donc on est à la fin des années 20. Il faudrait parler du scandale Oustrik, de cette affaire Stavisky sur laquelle là encore nous aurons l'occasion de revenir. Arrêtons-nous, si vous le voulez, sur le cas de Violette Nozière. Ça, c'est à l'été 1933. Oui, c'est une affaire qui à l'époque a passionné l'opinion publique, qui était d'ailleurs divisée sur la sanction qu'il fallait donner à Violette Nozière, qui finalement, à 18 ans, donc, a tué son père et a essayé, dans le même temps, de tuer sa mère, qui a avoué au commissaire... Elle avait empoisonné son père, voilà, en fait, par empoisonnement, voilà, en essayant de camoufler cet empoisonnement. Et puis, elle a passé des aveux, elle a 18 ans, elle a déjà une vie assez dissolue, elle se prostitue, occasionnellement, et elle passe des aveux au commissaire Guillaume, de l'époque, le fameux commissaire Guillaume, qui d'ailleurs va être assez ému par son témoignage et fera part de cette émotion quand il arrivera en cour d'assises, quand il viendra témoigner en cour d'assises. Et en cour d'assises, Violette Nozière avoue, enfin même avant la cour d'assises, elle avoue son secret, un lourd secret qu'elle n'a pas dit tout de suite, c'est qu'elle était donc l'objet d'agressions sexuelles et de viols de la part de son père depuis sa plus jeune enfance. Et l'opinion publique est très partagée et pour autant, elle sera condamnée par la cour d'assises à perpétuité, puis graciée, puis libérée, puis graciée quelques années plus tard. Alors, il y a un sujet passionnant, c'est celui de l'affaire Petiot, mais je crois, et je regarde Lorena en disant ça, je crois que nous l'avons programmé pour les semaines qui viennent, donc nous allons faire consacrer une émission complète à Petiot, cas tout à fait passionnant à tout point de vue. Je préférerais donc qu'on passe à peu près à la même époque, on est au moment de la libération, au fameux gang des tractions avant, ça faut raconter, c'est très passionnant. Oui, alors c'est à la fois des personnages qui sont fascinants, malheureusement, par leur itinéraire, puisque ce sont des gens qui, au moment de l'occupation, se sont ralliés à l'occupant et ont fait les basses œuvres de la Gestapo, tout en d'ailleurs en profitant largement pour monter leur trafic. Leur chef s'appelle Pierre Loutrel, dit Pierre le Fou. Et puis à la Libération, ils vont se mettre donc à commettre des attaques très violentes avec des véhicules. Alors beaucoup en province, et d'ailleurs ça ne commence pas à Paris, mais à Gap, Marseille, Nice, Aix-en-Provence, etc. Puis ils viennent sur Paris, puis ils commettent des attaques très violentes sur Paris, et puis plus rien. Et on s'apercevra un jour que, grâce à un renseignement obtenu dans une maison close, on s'apercevra que Pierrot le Fou, en fait, est mort parce qu'il s'est malheureusement ou malencontreusement tiré une balle lors d'un braquage. Il s'est blessé lui-même, il est mort et on ira l'exhumer pour vérifier que c'est le cas. Oui, et pour avoir le cœur net, ce Pierrot le Fou aura littéralement effrayé les années de l'après-guerre. Hein. C'est vraiment la grande figure criminelle. C'est la grande figure criminelle, il est avec des individus qui valent pas mieux que lui et qui effectivement vont montrer la même audace que la bande à Bono 20 ans avant, c'est-à-dire une délinquance mobile, violente, qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de s'en prendre aux forces de police. Alors, ça j'ai envie de dire, ce sont les affaires de droit commun. Il y a eu toutes sortes d'enlèvements crapuleux, beaucoup plus proches de nous. Moi, j'ai le souvenir de ça, évidemment. On pense toujours à l'enlèvement du baron Ampin, bien entendu, mais il y a eu d'autres affaires, le banquier Mallet, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la police judiciaire parisienne est confrontée régulièrement à des affaires politiques, hautement politiques. On parlait l'autre jour de l'attentat du Petit Clamart à ce même micro. On pourrait parler de l'enlèvement de Ben Barka, par exemple, aussi.
Oui, c'est une affaire importante, bien évidemment en elle-même, mystérieuse puisqu'on n'a jamais retrouvé le corps. Et puis c'est aussi une affaire qui est importante dans notre histoire, puisque une fois que la brigade criminelle aura prouvé la participation de 2 inspecteurs de la brigade mondaine à l'enlèvement, ça provoquera en 1966, une décision du général de Gaulle décidant de fondre 2 maisons qui jusqu'à présent sont tout à fait différentes, avec des recrutements différents, avec des carrières différentes, et qui se parlent très peu quand elles ne sont pas en guerre. Eh bien, on fondera la préfecture de police et la sûreté nationale dans une même entité, police nationale. On va appeler ça, oui, la police nationale. Alors, je voudrais vous faire entendre une archive Europe 1 qui date de novembre 1979, évidemment. Au micro de Joël Jonathan, c'est un témoin de la fusillade, de l'arrestation de Jacques Mérine, qui parle. Donc, comment est mort Mérine? C'était le 2 novembre 79. J'ai vu une dame avec une perruque. Et puis moi, j'ai essayé de tourner à droite. Et lui, il voulait tourner à gauche. Et à ce moment-là, j'ai vu un gros camion bleu qui me dépasse. Et puis il s'arrête devant la voiture de la BMW. Et derrière le camion, je vois 4 personnes qui sortent avec la mitrailleuse à la main. Une personne qui tirait à droite sur le conducteur. Et puis j'ai vu la conductrice. Elle a ouvert la porte et elle essayait de courir. Et est-ce que Mérine a essayé de riposter? Comment ça s'est passé? Non, et j'ai vu un moment qu'il a essayé de penser en avant pour essayer de prendre quelque chose. Mais quand j'approchais, j'ai vu qu'il avait une grenade à quadriller. Il y en avait 2 là-dedans. Quelle violence dans les années 70. Ce sont des années très perturbées. La société vacille à l'époque. Oui, on parle souvent d'une violence nouvelle ou de la violence des cités, mais la violence du banditisme dans les années 60, 70, 80 est extrême. Oui. On a des véritables scènes de guerre, comme on a pu en retrouver dernièrement. On a des véritables scènes de guerre. Les braqueurs tirent d'emblée, les braqueurs attaquent les fourgons blindés, posent des explosifs, éventrent les fourgons blindés ou les centres forts. Alors vous reviendrez, peut-être pas dans 100 ans, mais on va dire dans 50 ans, si vous voulez, nous parler de l'histoire plus récente de la police judiciaire, qui va déménager d'ailleurs très bientôt. Il est prévu. Oui, nous devons déménager parce que voilà, comme je vous le disais, 350 en 1913, 2300 personnes sur 18 sites au jour d'aujourd'hui, ça n'est pas raisonnable et nous avons maintenant ce beau projet d'aller au Batignolles, dans un bâtiment neuf à côté du palais de justice. Merci beaucoup Jean-Jacques Herlem. Je rappelle que vous êtes inspecteur général et directeur adjoint de la police judiciaire parisienne. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai parlé du magazine Liaison, ce numéro spécial. Je voulais vous parler également d'un ouvrage dans Hors Collection, un ouvrage de Gérard Chauvy qui s'appelle Les archives de la police scientifique française des origines à nos jours. Tout ça est sur le site et c'est vraiment passionnant. Et puis, une exposition, très belle exposition, très bien faite avec beaucoup d'interactivité, mais qui ne durera qu'un mois. Alors il faut viser juste. C'est du 9 novembre au 8 décembre prochain à l'école militaire, dans les somptueux locaux de l'école militaire au Champ de Mars, et ça s'appellera tout simplement 100 ans de la police judiciaire de Paris, 1913-2013. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui une question d'Aurélie via le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Elle est enseignante et ses élèves lui demandent souvent quelle est l'origine du nom des rois. Oui, alors pourquoi est-ce que les rois s'appellent comme ça? Mais pour tout vous dire, il n'y a pas une raison très précise. Ça dépend, il faut voir chaque prénom. Le prénom le plus célèbre, c'est Louis, bien entendu, porté quand même par 17 rois de France. 19 même si on compte le fils de Louis XVI, qui était Louis XVII, et le petit-fils de Charles X, Louis XIX. Bon, Louis, ça vient tout simplement de Clovis. Chlodovicus, c'était une tentative, je vois Elena Morna écrouler de rire, mais Clovis, ça vient d'un nom germano-latin, Clodovis, ou Chlodovicus, qui veut dire l'homme qui s'est illustré au combat, qui est devenu célèbre, qui est devenu important par ses victoires en quelque sorte. Alors vous savez que le V dans l'ancien français, dans le bas latin, se transforme toujours en U, puisque le V c'est de moins en moins prononcé. Quant au C, il a carrément été élidé et Clovis est devenu Louis, tout simplement. Ça c'est pour le nom, on peut dire,
principal. Celui qui va donner à ce nom des rois de France une dimension très considérable, c'est évidemment Louis IX. Saint Louis, à partir de là, évidemment, tous les rois, quel que soit leur prénom d'ailleurs, vont se réclamer d'une façon ou d'une autre de Louis, de Saint Louis. Alors, pour ce qui est de Philippe, ça c'est un nom antique. Philippe, c'est celui qui aime les chevaux. Ça ne devient un prénom royal que relativement, avec les Capétiens, disons. Quand même, il n'y a pas que les rois de France qui portent ce prénom, puisque 4 empereurs latins, 5 rois d'Espagne, 5 rois de Macédoine, entre autres, se sont appelés Philippe, comme s'appelait d'ailleurs le père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine, bien entendu. Henri, Henri, ça vient de Heimrich, ça veut dire le Heim, c'est tout ce qui concerne le foyer, la maison, et puis Rich, c'est le roi, Rex, c'est le chef, en quelque sorte. L'usage se répand à partir du XIe siècle. C'est un prénom très répandu d'une façon générale dans toute la société, pas seulement chez les rois. Et puis alors là aussi, vous avez des rois d'Angleterre, bien entendu, des empereurs germaniques, des rois de Castille, etc. Faudrait dire un nom de Charles qui vient de Karl ou Karl, qui est un ancien terme germanique pour désigner l'homme. Eh bien, de la même façon, on va dire que c'est avec les empereurs, avec les Carolingiens que le nom va se généraliser. Quant à Helena, bien entendu, inutile de vous dire d'où vient la belle Hélène. Bonjour Helena. Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts européens, on va pas trop s'éloigner des Clovis, des Philippe et des autres Charles ou Felipe. Nous allons nous intéresser à l'esprit de compétition. Faut-il aujourd'hui, dans la jungle ultra-libérale dans laquelle nous vivons, stimuler cet esprit de compétition ou au contraire, faut-il l'enrayer ? Eh bien, on en parle avec les experts européens et avec vous, 3921 ou europe1.fr pour vos questions, vos réactions. Merci beaucoup Helena et à demain Céline. À demain Franck. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. 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 Cœur de l'histoire.